auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara et très ravi d'être avec vous. À l'ouverture, lancement hier à Radisson Blu de Niamey des activités organisées par l'association Rassemblement des jeunes Oser l'avenir à l'occasion de la journée porte ouverte des écoles. Autre précision avec Amina Abdelmoumouni et Abdel Nasser Abdou. Avec une participation massive des étudiants et élèves de la capitale, cette journée porte ouverte permet à ces étudiants de réduire les frontières éventuelles entre la sphère scolaire et la sphère extérieure, comme les salons et les forums de l'orientation. Cette journée est une occasion de trouver des réponses concernant les diplômes et les formations proposées, l'organisation de la scolarité, la qualité de l'enseignement ou du cursus scolaire, les programmes, les stages et autres. Une journée qui est un cadre idéal d'échange afin de tirer l'attention de ces jeunes. Cette initiative entreprise par des jeunes et qui s'intéresse à une question cruciale, particulièrement quand on parle de la jeunesse, la question de l'éducation, la question de la formation. C'est une occasion en or, d'abord pour permettre aux étudiants de pouvoir mieux s'orienter à travers l'exposition des écoles de la place. C'est également une occasion en or à saisir pour les fondateurs des écoles pour faire la promotion de leurs écoles. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'étudiants nigériens qui quittent le Niger pour aller dans d'autres pays, dans la sous-région, pour payer des millions afin de se former, alors qu'il y a des filières. Les mêmes filières existent au Niger. Et pourtant, souvent en termes de qualité, celles qui existent au Niger offrent beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus d'assurance. Cette association dénommée Rassemblement des jeunes Oser l'avenir RJOA Niger a un objectif principal pour la jeunesse nigérienne. RJOA Niger est une association qui a but non lucratif, ayant pour objectif de promouvoir le développement humain, académique, social, politique et culturel, avec un accent particulier sur la jeunesse qui constitue le présent et l'avenir du Niger. C'est dans cet objet notre équipe que je l'insigne l'honneur de diriger a décidé d'accompagner la jeunesse. Cette rencontre est une véritable occasion pour les futurs bacheliers de découvrir leur futur établissement et de conforter leur choix, d'où l'importance de cette initiative, car l'éducation est la base du développement d'un pays. Au Niger, qu'est-ce qui explique la persistance de la corruption? Nous nous sommes entretenus avec un spécialiste du domaine que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine dans cette édition. Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité, parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration.
Ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ce qui peut faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs en réalité sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément à son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays. Avec l'avènement des décodeurs aujourd'hui, on remarque un certain désintéressement de la population sur les programmes nationaux. Qu'est-ce qui explique cette préférence et qu'en est-il des programmes autoprécision dans ce reportage? On constate la prime des décodeurs ces derniers temps sur les anciennes antennes connues autrefois communément appelées antennes 8 qui sont presque en voie de disparition. Cette dominance des décodeurs s'explique par diverses raisons, surtout chez les utilisateurs de décodeurs. Par ailleurs, ces décodeurs sont moins chers et accessibles par bon nombre de la population. Le groupe Canal+ est présent au Niger depuis plus de 30 ans. Récemment, nous avons fêté notre 30 ans de présence en Afrique. Vraiment, les abonnés s'intéressent de plus en plus à Canal parce que Canal offre des programmes riches et variés et en exclusivité. Nous sommes les meilleurs en match, en série, en film. Par exemple, nous avons plus de 800 matchs en direct. Des matchs en direct en qualité HD avec des coulisses, des meilleurs reporters du monde, et des séries, derniers cris. Maintenant, la Canal a un studio qui crée ses propres films, ses propres séries. Vous avez vu, on a fait, il y a 2 ans de cela, les Invisibles, il y a Sakou et Mangan. Il y a plusieurs séries Canal+ originales qui se passent, c'est création Canal+. Vous voyez, Canal+, pour satisfaire les abonnés, vraiment investit beaucoup dedans. Et puis, à part les séries, il y a encore les championnats. On a tous les championnats. Les décodeurs Canal+ en haute définition. Quand vous regardez un décodeur Canal+, vous n'allez pas voir des trucs rayures, des grains. C'est en qualité originale, si je peux le dire. Je ne peux pas trop me prononcer sur le taux d'investissement. Je sais que pour satisfaire ses abonnés, Canal+ est prêt à tout. Canal+ n'est pas destiné seulement à une élite. Vous voyez qu'exclusivement, rien que chez Canal+, il y a une formule qu'on dénommée Bienvenue, communément appelée Sauki, à seulement 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA, on peut s'abonner chez Canal+. Vous voyez que c'est à la portée du pouvoir d'achat nigérien, je pense. J'invite vraiment tous les abonnés à se réabonner, ceux qui sont actifs à se réabonner avant échéance, ceux qui ont des abonnés qui sont coupés, ils peuvent profiter maintenant des vacances, les enfants sont en vacances, profiter. Il y a des bons dessins animés, des films, des séries, des championnats ont commencé. Moi, j'invite les gens à se réabonner. Et ceux qui n'ont pas encore de décodeur, je les invite à s'abonner. Le décodeur est à uniquement 8500 francs CFA avec un abonnement Access. Et pour ceux qui n'ont pas de parabole chez eux, ils paient seulement 15 500 francs, plus la parabole. Malgré la multiplication des décodeurs, certaines personnes font toujours usage de l'antenne 8 et préfèrent les chaînes locales plutôt que les chaînes étrangères. Car d'autres pensent que
L'acculturation de la jeunesse d'aujourd'hui est due d'une part à l'avènement des décodeurs, même si l'apparition de ces décodeurs n'est que le fruit du progrès de la technologie. Voilà aussi dans cette édition des moyens de transport traditionnels et ancestrales qui restent toujours d'actualité et est incontournable dans certaines routines du transport fluvial. Le reportage. Ces pirogues traditionnelles qui surfent au cours de pagaie s'imposent comme le seul moyen pratique pour joindre les deux rives. À Tilaberi, au bord du fleuve, ce sont des dizaines de traversiers qui relient les villages environnants au chef-lieu de région. La traversée par pirogue est un métier de longue date. En plus des personnes, les piroguiers embarquent aussi des marchandises. Irgo kalde irgo yam go kene kena da koyon waran ka mo waran ka da bura sin da mu riga din ina mu koy o de no irgo sambu barkan ganno mo sa ko wala gonne gine fo irga adam sa ko waran ka bura mo waran ka wala bura sin da mo bon irgo go yash kade da haro do gumo montere ka da haro do kun montere I ka kun koy no amma wuyo wat kun gaide no go fonda fokusi no kade fonda o hawi di gizi yandi no o imo konde urgado imo go ime hakate ko a iru ka ga go dori go kali bu ya be mo bu so mi tindi o itunare no. Ces moyens de transport traditionnels jouent un rôle très important pour la population locale. En plus d'assurer le quotidien de la famille, cette traversée est devenue un centre de business pour les piroguiers. Parlons de sport dans cette édition pour évoquer le lancement du tournoi des grandes vacances de la commune 3 de Niamey, placé sous le thème le football contre la délinquance des jeunes. Plusieurs équipes ont participé. Suivez ce reportage de Ibrahima Abdelkader et Kantama Ibrahim. Les tournois de grandes vacances se poursuivent à Niamey. Cette fois, c'est le tour de l'arrondissement communal Niamey 3 d'organiser son tournoi par le biais du président du club AS Al-Hiri. Une première édition parrainée par l'honorable Karigio Mamadou a regroupé 12 grandes équipes de la commune reparties en 3 poules du 28 au 17 septembre 2022. Le promoteur de cet événement, M. Roger, dont je salue les efforts remarquables déployés pour la réussite de cet événement, s'est donné l'ultime ambition de faire rayonner le football auprès de la jeunesse nigérienne dans l'optique de contribuer à réduire le chômage des jeunes et la délinquance dans les quartiers. Visionnaire, rassembleur, leader, il a vu une excellente opportunité de fédérer les jeunes talents à compétir. 12 équipes vont compétir à ce jour jusqu'au 17 septembre. Passionné du foot depuis sa tendre enfance, il a joué dans les clubs Zama FC, AS Orange, a formé plusieurs jeunes qui jouent maintenant dans d'autres divisions. En 2010, M. Roger a concrétisé son ambition en créant son propre club AS Al-Hiri et donné l'opportunité aux jeunes de ce quartier de s'adonner à la pratique du football. Quelle est la valeur ajoutée de l'implication du cabinet Innovatech Solutions dans ce tournoi? À ma qualité de PDG, j'ai vu une excellente opportunité de contribuer à l'émergence des jeunes talents et pouvoir leur soutenir dans leur carrière footballistique. Le président du club Al-Hiri, président également du comité d'organisation, nous explique ici pourquoi le choix de 12 équipes. C'est le temps parce que comme on a commencé en retard, au début c'est même 8 équipes. Après on a réfléchi, on a amené les équipes à 12 équipes parce qu'on n'a pas assez de temps. Bientôt c'est la rentrée, donc c'est pour cela qu'on a limité les équipes à 12 équipes. Sinon il y a tellement d'équipes qui nous appellent un peu partout
on dit vraiment désolé, il faut l'année prochaine, Inch'Allah. On va essayer de commencer un peu tôt pour pouvoir collaborer avec Niamey, Inch'Allah. A noter que le premier match a opposé Espérance de Banefandou en gris à Raja en vert blanc. Et pour la suite, Thief FC sera en face de AS Pavé et Real de Madrid sera en face de B13 FC. Restons toujours avec les sports et avec la même équipe pour parler à présent de la clôture ce 28 août du tournoi de football des moins de 13 ans et moins de 15 ans initié par les forces armées nigériennes. Suivez plutôt. La deuxième édition du tournoi des grandes vacances organisé par l'association sportive des forces armées nigériennes a clos ses rideaux ce dimanche 28 août dans l'enceinte du camp Bagaji. Ce tournoi, il faut le rappeler, c'est 20 équipes au total de la catégorie U13 et U15 qui ont compéti du 15 au 28 août 2022. Des compétitions qui se sont très bien déroulées jusqu'à la finale. 34 matchs joués sous forme de play-off avec un nombre total moyen de 90 buts marqués. C'est le lieu de dire que le football est un vecteur de développement éducatif, social et sportif. Voilà le sens que l'ASFAN a bien voulu transmettre à ses jeunes enfants dans la montée en puissance de son académie de football. Il est à noter que le football des jeunes constitue un des piliers de la pyramide du développement du foot. La formation des jeunes joueurs décide de l'avenir du football national et mondial. Les clubs ont donc une grande responsabilité pour le développement du football nigérien, tout en créant une philosophie de formation adaptée aux caractéristiques de notre cher pays, qui peine, malgré tous les efforts consentis, à s'imposer dans le domaine. Mais retenez surtout qu'il nous a permis d'espérer, car notre jeunesse reste et demeure la solution. Tout comme les sciences, si l'école commence à 6 ans pour produire à terme des savants, pourquoi il serait autrement pour le football? C'est dire qu'une prise en compte dès le bas âge garantirait un succès certain. La finale s'est achevée par la victoire de l'ASGNN contre l'ASFAN pour la catégorie U13 aux épreuves de tir au but et la victoire du Sahel Sporting Club contre toujours l'ASFAN, cette fois-ci dans la catégorie U15. Action de salubrité hier au cimetière musulman de Yantala par les volontaires. L'objectif est de désherber les tombes afin de les reconstruire. Le reportage. La saison des pluies ou la saison a multiples problèmes, et ce, même pour les dernières demeures. Pendant cette saison hivernale, on assiste à la détérioration des tombes des différents cimetières de la capitale. À cet effet, jeunes, femmes, hommes, et même des vieillards se lancent dans le projet d'aide à ceux qui nous ont dévancés. À travers le débroussage des herbes, la reconstruction des tombes qui sont des actions salutaires. Avec cette saison de pluie, il y a beaucoup de tombes qui se détériorisent. En plus, l'herbe a poussé jusqu'à ce que c'est un peu difficile de les désherber. Il nous faut obligatoirement des outils de travail, mais aussi de la latérite pour refermer les tombes. Nous lançons un appel à venir massivement pour cette action. L'entretien des cimetières est une action vivement souhaitée, car aider son prochain revient à s'aider soi-même. Et la mort, inscrite comme destination finale pour tout un chacun, est aussi une action hautement récompensée par le Tout-Puissant. Place à présent la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse de la corruption faite par le coordonnateur du réseau anticorruption. Très bonne réception et à bientôt. Dans un premier temps, la corruption, pour moi quand même, c'est un fait, on le dit, c'est comme si c'est une maladie, c'est une catastrophe, comme naturelle aussi. Qui en réalité est la capacité au fait des êtres humains qui sont en charge de la gestion des biens publics ou des biens privés, qui dans leurs actions, il y a un manque de transparence, de dignité, un manque de redevabilité et un manque d'intégrité. Ce qu'il faut comprendre, la corruption, c'est tout simplement un manque de transparence, de dignité, de redevabilité, d'intégrité et de professionnalisme dans toute action publique. Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité, parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration.
Ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ce qui peut faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs en réalité sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément à son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, parmi les causes encore, on a le manque de leadership et de vision éclairée en réalité de nos gouvernants qui en réalité n'ont pas le souci de développement et de transparence et surtout le souci de redevabilité de pouvoir rendre compte au peuple. En plus de ça, il y a le laisser-aller. Le laisser-aller, il y a l'injustice, l'impunité en réalité qui aggrave, surtout l'impunité en réalité qui aggrave la question de la corruption au Niger parce que les gens vont se dire de toutes les façons, un tel a été coupable de corruption, il n'a pas été puni conformément à la loi, donc moi aussi je veux le faire. Je veux prendre des milliards, faire des transactions et puis en réalité je sais que de toutes les façons je passerai peut-être 1 ou 3 mois à la prison où il suffit juste en réalité d'adhérer au parti politique et au pouvoir, ce qui veut dire que les charges contre moi en réalité sont abandonnées. Et il y a aussi en réalité cette question d'incivisme. En réalité, que ce soit des populations eux-mêmes, il y a aussi l'ignorance en réalité qui est une des causes profondes parce que beaucoup de personnes ne savent pas en réalité que la corruption est un délit et aussi est un crime parce qu'aujourd'hui au niveau international, la corruption en réalité est définie comme un crime en réalité et en même temps c'est une violation aux droits humains. Et dans ce cas aussi, il y a ce qu'on appelle la corruption forcée qu'on a aujourd'hui au Niger où la personne ignore que c'est de la corruption, mais c'est tout simplement de l'ignorance parce qu'on l'a forcé à donner quelque chose pour avoir accès à un service public. Donc, nous avons beaucoup de choses en réalité qui sont les causes dans ce pays. Les conséquences sont multiples et multiformes. La première des choses, on est en train de vivre l'une des plus graves conséquences qui est le terrorisme. Parce que la question en réalité de terrorisme, l'une de ses conséquences c'est le terrorisme parce qu'en réalité, lorsque les institutions et l'impunité, les institutions de la République sont fragilisées, lorsque l'impunité en réalité est devenue monnaie courante dans un pays, ça permettrait en réalité d'avoir des frustrés dans un pays, d'avoir des gens en réalité qui vont essayer de prendre les choses à leur portée et de pouvoir en réalité se radicaliser parce que c'est un processus. Et de ce processus de radicalisation, ça les amène en réalité à l'extrémisme et de l'extrémisme à être des terroristes parce que tout simplement à un moment il y a un fait, ils ont été coupables, ils ont été quand même à un moment biaisés par tout ce qu'on a comme instrument juridique de la base jusqu'au sommet. À part ça, il y a la conséquence économique pour le pays. Ça permettrait en réalité, lorsqu'on regarde parmi ces conséquences, permettre à d'autres personnes de s'enrichir sur le dos du peuple. Ce qui fait en sorte que les personnes qui sont au niveau du pouvoir, en réalité, vont essayer, un minimum de personnes vont essayer de détourner les fonds publics et laisser le peuple dans la misère et dans la pauvreté. Et la preuve aujourd'hui au Niger, plus de 30% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et en plus de ça, parmi les conséquences en réalité, ça permettrait aussi la délinquance des jeunes.
et aussi ça réduit l'efficacité des services publics. Et il y a toujours des conséquences en réalité, par exemple, qui ont droit au droit de la vie. Je prends par exemple lorsqu'on donne un contrat de construction d'une route. Goudron par exemple, on dit 10 mètres et que dans ce processus, on décide en réalité, quelqu'un quelque part décide d'enlever 1 mètre de chaque côté. On aura quoi? 8 mètres. Ce qui veut dire que la capacité de la route de pouvoir permettre au nombre de véhicules d'aller et de revenir et de l'espace qui permettrait à 2 véhicules de pouvoir passer sans pouvoir se frotter, cet espace est mis en cause parce que quelque part quelqu'un a fait quelque chose, c'est qui aura des conséquences sur la vie des citoyens. Ou lorsqu'on décide en réalité que le nombre de couches sera de 6, on enlève 2 couches, et vous savez, 2 couches, ou une seule couche, si on l'enlève, c'est des milliards. Sur 50 km, c'est des milliards en réalité. Et lorsqu'on le fait, et là aussi en réalité, ça permettait d'avoir d'un peu de temps ce qu'on appelle les nids de poules, les nids d'éléphants, et ce qui va causer aussi des accidents. Dans le domaine de l'éducation, quand on prend parmi ces conséquences, lorsque une classe est mal construite, parce que tout simplement quelque part quelqu'un a pris de l'argent, l'entrepreneur qui a pris le marché est corrompu, les contrôleurs, en réalité le cabinet de contrôle est pris en charge par l'entrepreneur parfois, là ça permettrait aussi d'avoir des classes qui, on dit que ce sont en matériaux définitifs, mais en réalité qui ont des conséquences qui peuvent tomber à n'importe quel moment et qui peuvent en réalité prendre la vie des élèves. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays. On peut réduire considérablement la corruption, mais aucun pays à la date d'aujourd'hui n'a pu mettre fin à la corruption. Malgré des pays comme le Singapour qui sont pris en exemple dans le monde, il y a quand même toujours des petits brebis galeuses qu'on peut trouver qui peuvent échapper aussi à la loi. Donc c'est pas facile de mettre fin à la corruption, mais quand même on peut réduire ça de manière considérable. D'abord, la première des choses, à travers le leadership. Le leadership, un leadership visionnaire, ça veut dire qu'à travers quand même des autorités qui ont dans un premier temps la vision de leur peuple et qui eux aussi en réalité ont le sens de la redevabilité, de l'intégrité et le sens aussi du respect de la démocratie et de l'état de droit. Et en deuxième position, c'est le respect des institutions de la République. Lorsque chaque institution arrive à faire son travail, des institutions aujourd'hui comme la haute autorité à la lutte contre la corruption, lorsqu'ils arrivent à être autonomes, des institutions comme l'autorité de régulation des marchés publics, des institutions comme la Cour des comptes et aussi même les 3 piliers de la démocratie, par exemple le Parlement, lorsque nos députés, on arrive à avoir des députés intègres au niveau de l'Assemblée, un Parlement redevable, un Parlement transparent, qui n'est pas une caisse de résonance, ça fait en réalité parce que ça permettrait le contrôle des actions du gouvernement. Lorsque la justice devient indépendante, elle permettrait en réalité de pouvoir non seulement lutter contre l'impunité et dans ce cadre-là aussi de pouvoir en réalité sanctionner en fonction de la loi conformément au texte que nous avons. Et ce qu'il faut aussi, il faut que nous arrivons à un moment de disposer en réalité d'une loi anticorruption dans notre pays. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Niger ne dispose pas d'une loi spécifique à la question de la lutte contre la corruption. Il y a quand même un avant-projet de loi qui a été aussi dans le processus d'élaboration, a été accompagné par l'une des organisations membres du réseau, qui est l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency internationale. Il y a cette question aussi de promotion de l'intégrité et la lutte contre la corruption politique. Lorsqu'on arrive à mettre fin à cela,
Ça veut dire que dans le processus d'élection, il faut que les citoyens comprennent, c'est là où le bas blesse, que les citoyens comprennent en réalité que le processus d'avoir un dirigeant responsable commence d'abord par nous-mêmes. Il faut d'abord refuser la corruption pendant les élections. Il faut choisir des dirigeants intègres de la commune, des conseillers locaux jusqu'au président de la République. Et ce qui permettrait en réalité d'avoir un processus ou un cadre de gouvernance au niveau national qui permettrait de mieux lutter contre la corruption. L'un des piliers importants, c'est comment mettre notre système éducatif pour que ce système éducatif puisse être au rendez-vous de développement. Et en parlant de système éducatif, il y a quand même les 3 volets du système qui doivent se coordonner. D'abord, l'éducation informelle que les familles font en réalité, que pour moi, en réalité, c'est même ça, l'éducation formelle, que chaque parent, en réalité, doit prendre la responsabilité de pouvoir, d'abord, dans sa famille, promouvoir l'intégrité, la redevabilité, être digne, être honnête avec ses enfants et les éduquer sur la bonne voie. Et lorsque chaque parent arrive à mieux éduquer ses enfants, à inculquer ces valeurs-là de transparence et de dignité, et lui-même en réalité qui ne donne pas à ses enfants de l'illicite, parce que nous sommes des musulmans, lorsqu'on donne de l'illicite à des enfants, les enfants vont grandir et seront demain des pires voleurs que nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et il y a la communauté qui contribue à l'éducation des enfants et l'école qui contribue aux instructions, à l'instruction et de pouvoir présenter certaines normes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a la question de la promotion de l'intégrité dans nos services publics. Que ce soit les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, que ce soit la justice, que ce soit dans toutes les administrations jusqu'au niveau municipal, il faut qu'on ait un code d'éthique au niveau de chaque service qui permettrait non seulement à toute personne qui ne respecte pas ces codes d'éthique et de déontologie, qui ne respecte pas ces codes d'intégrité en réalité d'être sanctionné, ce qui permettrait aussi de voir en réalité de faire école à d'autres. Il y a la promotion des valeurs à travers la récompense des personnes en réalité qui sont intègres et aussi à travers leur responsabilisation dans les services, ce qui permettrait à la jeune génération de prendre exemple sur eux, parce que ces gens-là, grâce à des valeurs, grâce qu'ils prônent, ça leur a permis d'être là où ils sont, parce qu'ils respectent non seulement leur profession, ils ont le sens du professionnalisme, le sens de la responsabilité, ils sont redevables et intègres. Ce qui permettrait à une nouvelle génération de pouvoir quand même être à la hauteur. Il y a l'implication de tout un chacun. La question de la lutte contre la corruption, ce n'est pas une question seulement de la société civile ou du gouvernement ou de la justice. C'est une question en réalité qui implique non seulement le pouvoir public, en commençant par le chef de l'État qui doit donner l'exemple lui-même d'être intègre, redevable et transparent, et lui aussi qui devrait lutter contre l'impunité même autour de lui. Et il y a aussi les journalistes qui doivent contribuer aussi à cela. Il y a aussi l'implication des étudiants et des entreprises privées qu'on doit impliquer dans cette question de lutte contre la corruption. Donc c'est ensemble la réalité que nous pouvons bannir ce phénomène de notre comportement, et nous devons en réalité mettre l'accent aussi sur la religion, parce que nulle part dans aucune religion la corruption n'est tolérée. Et d'ailleurs dans l'islam, Dieu dit: je bannis le corrupteur et le... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.